Alors, on va aujourd'hui se concentrer à ce moment-ci sur l'histoire du plateau Mont-Royal-Myland, donc à partir de Sherbrooke vers le nord, dans le contexte déjà décrit par Yves, en privilégiant trois éléments. La grande migration de 1904-1914, l'arrivée d'une population juive est-européenne de grande ampleur dans le cadre décrit par Yves, la contribution de cette immigration juive au développement du plateau, du Québec, sur le plan économique, idéologique et institutionnel. Et pour y arriver, nous allons consulter les sources juives seulement, ou principalement, et les sources yiddish, pour employer une approche historique et anthropologique. Et voici l'ouvrage. Alors, mes énoncés de départ, les Juifs jouent un rôle historique dans l'apparition de la diversité au Canada français pour des raisons religieuses. Il s'agit des premiers non-chrétiens. Ils seront perçus comme une altérité radicale, irréductible, un espace qui ne peut pas être intégré au Canada français, qui se définit comme catholique et qui se définit comme, donc, hostile sur le plan doctrinal au judaïsme. Il s'agit de la plus longue séquence historique minoritaire au Québec, les Juifs. 400 ans de présence au Québec, répartis en 6 vagues migratoires distinctes. Nous allons étudier la plus importante. Les Juifs ashkénazes est-européens, qui sont la principale communauté immigrante à Montréal entre 1900 et 1950. Et leur langue, le yiddish, va devenir la troisième langue la plus parlée à Montréal, après le français et l'anglais. C'est un moment clé pour l'histoire de Montréal et du Québec, et ça se passe sur le plateau Mont-Royal, sur le Myland, et ça dure un espace assez court, d'une 50aine d'années, après ces Juifs ashkénazes passent à l'anglais et bientôt aussi au français, et entrent dans de nouveaux espaces à l'ouest de l'île. L'étude de l'histoire juive montréalaise est essentielle à une compréhension du récit historique québécois au 20e siècle. Il y a là des éléments de transformation, de modernité, d'ouverture à l'autre et l'introduction de nouvelles valeurs qui n'étaient pas présentes autrefois, qui vont donc nous amener à un nouveau Québec. Alors, on va renverser la perspective historique dans l'histoire des Juifs du Québec. Les Québécois francophones privilégient une logique historique d'ethnogénèse, c'est-à-dire des découvreurs, des explorateurs, une population qui s'installe, qui grandit, qui prend une forme nouvelle, crée un nationalisme canadien-français au milieu du 19e siècle et qui, donc, s'installe dans l'originalité. Les nouveaux venus, les Juifs, mais pas seulement les Juifs, la plupart des migrants, favorisent plutôt une optique de dispersion à partir d'un centre historique. Le centre historique, dans ce cas-ci, étant l'Empire russe. On parle donc de diaspora, d'étendue de l'espace occupé vers l'Amérique. On ne parle pas donc d'un commencement, mais d'une poursuite de la même histoire ailleurs. On va valoriser dans le livre, en particulier, les productions littéraires et les documents rédigés dans la langue des immigrants parce que c'est le véhicule, le support de leurs émotions et de leurs aspirations. Et que l'accès à cette langue, le yiddish, nous permet de transformer, de lire autrement et d'avoir un accès direct au vécu de cette communauté qui arrive et qui s'installe. D'où l'importance, après, de la traduction. C'est une approche qu'il faut employer pour toutes les communautés, pas seulement la communauté juive. Et donc, cette utilisation de la langue yiddish va éclairer les conditions qui prévalaient dans l'Empire russe au moment du départ des Juifs ashkénazes de langue yiddish. La grande vague migratoire est-européenne fait partie de deux grands mouvements. Un, l'entrée au Canada de 2 millions d'immigrants venus d'Europe. C'est la plus grande vague migratoire de l'histoire canadienne. C'est le plan Sifton. Ça commence vers 1900, peu après l'élection de Laurier. Ça se termine avec la Première Guerre mondiale. Les Juifs vont être 3 % de cette vague migratoire qui arrive au Canada, mais ils vont être à Montréal la communauté principale. C'est un phénomène d'ampleur mondiale. Le deuxième volet, c'est que ça fait partie d'une volonté de quitter l'Empire russe et d'entrer dans un espace d'émancipation, de libéralisme et d'innovation qui est l'Amérique du Nord. Ça va mener à la création d'un espace, et le voilà, d'un espace mondial où les Juifs est-européens se diffusent en Amérique latine
en Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en France, au Royaume-Uni. C'est donc pour nous l'arrivée d'une nouvelle identité. C'est un immense mouvement juif. Ça fait partie d'un des grands événements juifs de la modernité. C'est la plus grande vague migratoire juive de l'histoire juive avant celle produite par l'Holocauste ou la Shoah. On est donc devant quelque chose d'une très grande ampleur. Les Juifs ont leur propre logique historique. Ils amènent au Québec une conscience collective, une compréhension de leur histoire, une façon d'orienter leur futur qui est le produit de l'Empire russe. Il y a donc déferlement à Montréal d'une autre logique, d'une autre compréhension de l'histoire, d'une autre façon de définir la montréalité. Et voici les véhicules de ce déplacement, les nouveaux moyens de navigation. On parle de révolution technologique. En voici une, la possibilité de traverser l'Atlantique en 3 semaines sans crever de faim, sans y laisser sa peau, et la possibilité de le faire à très bas prix. C'est ce qui va permettre à 1 million de Juifs, au cours de la période juste avant la Première Guerre mondiale, de traverser l'océan, la plupart s'installant à New York, et beaucoup d'autres immigrants. On parle de 20 millions d'Européens qui traversent l'Atlantique entre 1880 et la Première Guerre mondiale. Vous voyez qu'on est dans un immense espace historique où Montréal figure, mais pas comme un espace original et unique. Arrivent ici des immigrants empreints, juifs, empreints des idées révolutionnaires qui traversent la société russe et visent le renversement du tsarisme, des immigrants marqués par l'insurrection de 1905. C'est la date de naissance de la communauté juive. Voyez-vous, 2 grands récits historiques entrent en contact, je n'irai pas jusqu'à dire en collision, mais se trouvent en cohabitation sur le plateau Mont-Royal. Celui des Canadiens français et celui des Juifs russes. Il n'y a pas beaucoup en commun entre les deux. Ils vont devoir apprendre à cohabiter, coexister. Les conditions du militantisme socialiste et de la lutte idéologique propre à l'Empire russe entrent ici. C'est la gauche radicale. C'est la première fois dans l'histoire de Montréal que ces mouvements font surface. Ils sont apportés de l'extérieur par les Juifs russes. Le socialisme, le marxisme, les mouvements de libération nationale, la lutte des classes, la volonté de libérer le prolétariat, la dignité humaine, les droits de la personne. Les Juifs russes, dans le port de Québec, il y a presque 100 ans, vous voyez par les vêtements, la façon dont ils sont habillés, la façon dont ils se comportent, ce sont souvent des gens venus des petites villes de l'Empire russe, très éduqués, possédant plusieurs langues, et empreint de modernité. On peut regarder d'autres photos dans cette série de Topley. Vous allez voir des immigrants qui sont venus vêtus de peau de bête. Ce n'était pas du tout le cas des Juifs russes. Sur 60 ans, la courbe commence en 1900, avec un sommet en 1913 de 18 000. C'est l'entrée des Juifs au Canada. Vous voyez la première partie ici. Tout se joue ici, la grande vague migratoire. Première guerre mondiale, une deuxième vague beaucoup moins importante, la crise économique, la Deuxième Guerre mondiale et les survivants de l'Holocauste. Donc, c'est inégal et cyclique. Et c'est très souvent comme ça. C'est la même chose pour les Italiens. C'est la même chose pour d'autres communautés, entre autres arabes. Il y a des moments dans l'histoire où Montréal absorbe des populations très rapidement et d'autres moments où il n'y a pas vraiment de changement important au niveau migratoire. Voici la courbe de la population de Montréal, juive de Montréal. Vous voyez, en 1901, c'est le début. C'est ce que disait très peu de juifs en 1901. 60 000, 30 ans plus tard. Et là, la population juive est sur le plateau et sur le Myland. 95 en 31, d'après le recensement des Juifs canadiens, ont des Yiddish comme langue maternelle à Montréal, Québec. 99 Ça veut dire qu'une nouvelle langue, une nouvelle tradition littéraire, une nouvelle façon de comprendre l'histoire, une nouvelle perception culturelle entre dans la ville soudainement et devient une langue importante dans le quartier, en l'espace de très peu de temps. Ça va se reproduire avec l'italien après la Deuxième Guerre mondiale et avec l'arabe aujourd'hui. Donc, non seulement des espaces économiques, des contributions politiques, mais aussi des arrivées massives sur le plan culturel et linguistique.
Voici notre ami Chaim Leib Fuchs, qui écrit en 1980 « 100 Jahre jiddische und hebräische Literatur in Kanada » 100 ans de littérature yiddish et hébraïque au Canada. Il nous apprend que 429 auteurs ont écrit en langue yiddish et en langue hébraïque au Canada. Il nous donne la biographie de chacun. La grande majorité arrivée au Canada entre 1900 et 1939 publie 200 ouvrages en langue yiddish, la plupart à Montréal, plus d'une centaine de périodiques et de journaux. C'est la plus grande littérature de langue non officielle au Canada. C'est une source pour nous, historiens, extraordinaire pour comprendre ce qui s'est passé. On dira la même chose aussi de d'autres communautés éventuellement quand on réalisera les productions littéraires et journalistiques et autres qu'elles auront laissées dans l'espace montréalais. 3 grandes vagues d'écrivains et d'intellectuels avant la Première Guerre mondiale, c'est la majorité, entre les 2 guerres et après la Shoah. 3 façons très différentes de comprendre la vie juive. On a des archives juives à Montréal à partir de 1914 à la bibliothèque publique juive qui s'appelait à l'origine Jiddische Volksbibliothek und Volksuniversität. Et en 1934, au Congrès juif canadien, le Canada Jiddische Congress, les Juifs commencent, parce qu'ils sont dans une logique de lettrés, ils ont une mémoire historique, ils ont un sens de collectivité, ils ont une complétude institutionnelle, commencent à amasser du matériel historique et produisent un récit historique juif, une compréhension de leur présence juive, du sens de leur présence dès les années 60, dans des langues auxquelles on n'a pas habituellement accès, en yiddish et plus récemment en anglais. On a donc beaucoup de production sur ce plan-là. Je vais vous lire ici, d'après le Jewish Times, ça c'est traduit de l'anglais, 1906. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, une célébration socialiste du 1er mai a lieu ce jeudi. Elle a pris la forme d'une procession à travers les rues de la ville, au cours de laquelle les participants ont arboré des drapeaux rouges et entonné des chants révolutionnaires, à quelques exceptions près. Les hommes et les femmes qui ont défilé de cette manière étaient des Juifs russes et roumains récemment arrivés. C'est dans le journal des Uptowners, donc des propriétaires d'usines et des Juifs embourgeoisés. Et là, on voit le contexte d'affrontement qui va se dessiner entre les propriétaires des usines, qui sont souvent Juifs, et leurs ouvriers, leurs employés qui viennent d'arriver et qui sont aussi Juifs. Cet affrontement-là est plus intense et virulent que celui entre le Canada français et les Juifs. Apparition d'un mouvement syndical juif à Montréal à partir de 1910, il y a un siècle, avec l'International Ladies Garment Workers Union, grève générale en 12 et en 17, grève des midinettes en 37. Vous voyez les conséquences, l'impact de la révolution russe, de la lutte des classes, des discours, de la prise de conscience des Juifs dans un environnement comme Montréal, déversant sur Montréal des façons de faire, des méthodes d'organisation, des perceptions qui n'existaient pas dans la ville au Canada français. Le vêtement masculin, premier syndicat en 12, United Garment Workers of America, puis en 15, grève générale en 12 et en 17. C'est ça que tu vas rencontrer dans les années 30. C'est cette militance, cette capacité d'organisation qui va se répercuter sur tout le quartier à plus long terme. L'édifice Balfour, au coin de Prince-Arthur et boulevard Saint-Laurent, des centaines d'ouvrières, presque en grande partie juives, mais bientôt canadiennes-françaises à mesure qu'on avance dans le siècle, et après la guerre, italienne, grecque, haïtienne et autres. Toujours la même problématique, c'est un milieu d'insertion pour les nouveaux immigrants, autant, comme disait Yves, les immigrants venus des campagnes québécoises que pour les Juifs. C'est un milieu de bouillonnement de nouvelles idées, d'application de nouvelles idéologies. C'est un espace démocratique très, très intense, de pleine participation. Simon Belkin écrit en 1956, un immigrant évidemment, « Die Koalition-Bewegung in Canada », le mouvement ouvrier travailliste sioniste au Canada, et il écrit, à propos de la grève de la confection, dans la confection de 1912, c'est le 7 juin 1912 que fut déclenchée la première grève générale des travailleurs du vêtement masculin à Montréal. Ainsi s'ouvrait l'un des chapitres les plus remarquables de la lutte menée par les masses laborieuses dans la ville.
Après 7 semaines de lutte, la grève s'acheva sur une demi-victoire. Les travailleurs obtinrent une semaine de 49 heures au lieu de 55. Comme précédemment, il y avait alors à Montréal 20 usines importantes au sein desquelles étaient employés 5 000 ouvriers tailleurs, tous en grève pendant ces semaines-là. Ça a un impact phénoménal sur la vie juive locale. Ça produit un sursaut d'organisation. Et les gains qui sont obtenus dans la sphère économique par les syndicats juifs se répercutent sur les travailleurs de l'ensemble du Québec, progressivement. Ça, je vais le passer pour aller à tout simplement ce récit rapidement, rédigé en 21. Kreiseman est un organisateur syndical, présent dans ces syndicats. Il quitte pour la Palestine en 21. Quand il quitte, on lui fait ce témoignage. Lorsque tu es venu vivre parmi nous, la vie juive canadienne naissante était rude, vulgaire, désorganisée, sans intérêt. On parle de 1910. En même temps, les gens allaient et venaient remplis d'idées. Nous étions alors tous jeunes et cherchions avec une passion dévorante les moyens de réaliser les idées qui nous étaient chères. Nous avions compris qu'il était de notre devoir d'organiser la communauté juive et son aile radicale, donc les syndicats, les mouvements ouvriers, les hôpitaux, les cliniques, les espaces communautaires, culturels et sociaux juifs de langue yiddish. Va déboucher sur la prise de conscience de Ziegler et de Schubert 1 ou 2 décennies plus tard. Voici les principes du Poale Zion. En 1916, on n'y va pas de même ordre, le Parti socialiste ouvrier juif, en tant que mouvement lié au prolétariat international, en collaboration avec lui, aspire à la suppression de l'ordre économique capitaliste, à l'établissement d'une société socialiste. En 1916. Pas beaucoup de monde au Canada français encore qui a ces idées-là. Le Parti socialiste ouvrier aspire à réunir le peuple juif sur la terre d'Israël et à y créer une société autonome juive. 100 ans de sionisme à Montréal. Le parti se consacre à sensibiliser les Juifs de la diaspora, ici, à la question nationale afin d'améliorer la situation économique, nationale, culturelle et politique. Voyez-vous la logique du peuple juif dans les pays de l'exil, Montréal étant un pays de l'exil. Et ce qu'on veut, c'est produire un espace juif qui se perpétue, qui a un sens, qui a une profondeur historique et culturelle et qui va transmettre aux générations futures une conscience minoritaire, le yiddish étant la langue pour y arriver à cette époque-là. L'école Peretz, une des premières écoles de langue yiddish. Alors, portez bien attention à ce que vous avez, c'est le programme de l'école. 1. En yiddish. Tous les nationalistes, dans le sens progressiste et démocratique du terme, souhaiteront donner à nos enfants une éducation qui les rattache formellement au peuple juif, à sa langue, à sa littérature, à son histoire et à toutes ses réalisations. On parle de 3000 ans d'histoire juive, on ne parle pas de quelque chose de récent. On parle de Talmud, on parle des gains qui ont été faits au moment de la Renaissance juive en Allemagne au 18e et 19e siècle. On parle de l'Europe de l'Est. Mais attention, 2, tous les adeptes du radicalisme voudront offrir à nos enfants une éducation qui soit en harmonie avec le progrès, le savoir et la libre pensée. Ils souhaiteront aussi leur inculquer la vision la plus avancée qui soit de la justice sociale et l'attachement au peuple et aux classes opprimées. Voyez-vous l'ouverture pour le dialogue? Il est là. L'ouverture pour la rencontre avec les autres peuples dans l'espace où s'installe le peuple juif sur le plateau Mont-Royal. C'est donc pas une communauté qui se sent isolée, marginalisée et qui veut le rester. C'est une communauté qui s'ouvre aux autres groupes et, entre autres, au Canada français, qui occupe, quand on le regarde d'un point de vue juif, et non pas d'un point de vue canadien-français, occupe le même espace, les mêmes catégories sociales, la même marginalité que les Juifs et qui utilisent aussi une langue qui n'est pas l'anglais et qui aussi produisent une littérature qui n'est pas en langue anglaise. On a un parallèle très fort que nous, on perçoit aujourd'hui. Les voici, les créateurs de cette école. Tous, sans exception, pratiquaient le métier de tailleur. Toute la journée, ils étaient à la shop, à coudre des vêtements. Ils avaient assez d'énergie pour bâtir un réseau communautaire juif en langue yiddish. Voyez-vous, il n'y a rien de juif dans cette photo.
pas des paillisses, ils n'ont pas des barbes, ils n'ont pas des chapeaux, ils n'ont pas des formes vestimentaires particulières. Et les hommes et les femmes sont ensemble, ils sont des ouvriers dans les usines en 1918. C'est la modernité juive, ce n'est plus le passé. Et on sait, d'après l'information qu'on a, que deux de ces personnages étaient élevés, le fondateur de l'école Novak et le poète Segal, ont été élevés dans des familles hassidiques. Donc, ils ont fait le saut vers la modernité en arrivant à Montréal. Je vais vous présenter un autre élément très important, la première bibliothèque publique juive, le rapport annuel de 1915, qui est un ouvrage d'une 50aine de pages, qui s'intitule Erster. Voyez-vous comme on est proche de l'allemand? Erster jährlicher Bericht von der Jiddische Volksbibliothek und Volksuniversität, eröffnet Montréal, 1. Mai 1940. Alors, Reuben Breinen, qui est à Montréal, qui est un grand intellectuel est-européen, voici qu'il fait cette préface. Voyez encore l'ouverture qui se profile. Voilà pourquoi la bibliothèque publique s'est donnée comme objectif de permettre à chacun d'avoir plein accès aux trésors intellectuels et culturels de notre peuple et à ceux des autres peuples. Il y a combien de bibliothèques publiques à Montréal à l'époque? La Ville de Montréal vient d'en créer une en 1917, c'est la première. Les Juifs font la même chose de leur côté, sans aide. La fierté de notre bibliothèque réside en ce qu'elle a été créée par le peuple et pour le peuple, et en ce qu'elle n'a d'autre but que de disséminer les lumières et le savoir au sein du peuple. Ces institutions sont le produit de la Scala, de la Renaissance juive, en Europe de l'Est et en Allemagne. C'est le produit de la modernité, de l'entrée des Juifs dans un nouvel espace où ils forment une communauté parmi d'autres, où ils ont un espace à conquérir dans la démocratie libérale parlementaire. Qu'est-ce que lisent les Juifs en 1915? On le sait par le rapport annuel. Alors, vous allez comparer dans votre tête avec ce qu'on trouve dans les institutions paroissiales québécoises ou catholiques. Les Juifs lisent Knut Hamsun, le Norvégien, Henrik Ibsen, le Suédois, Léon Tolstoï, le Russe, Jules Verne, le Français, et Émile Zola, le naturaliste. C'est totalement différent du profil qu'on a dans nos bibliothèques paroissiales et autres catholiques. Aucune censure, désir de modernité, et pour Zola, défenseur des Juifs, évidemment, la volonté d'entrer dans des espaces de dialogue très modernes. Émergence d'une presse de langue yiddish à Montréal, qui est un témoignage de la vie juive sur 50 à 60 ans. Vous vous rappelez du R100 qui vient à Montréal, le dirigeable, vous vous souvenez? C'est un moment important de l'histoire. Le voilà en yiddish. La carte du Canada, Canada Rada, l'aigle canadien, the first and largest Jewish daily in the Dominion, Canada's Jewish Medium, tout en yiddish. Vous savez, apprendre et lire le yiddish, c'est faisable. Ça libère des énergies et ça nous permet d'avoir accès à de l'information produite par les immigrants dans leur logique à eux. Et voici la salle où on produit le Canada Radla, les linotypistes, avec les machines qui vont dans le sens opposé, parce qu'on lit dans l'autre sens. En 1932, ça vous donne une idée de l'ampleur du réseau institutionnel juif et de les investissements qui ont été consentis. C'était autrefois Beacon, on vient d'enlever Beacon, c'est juste en face du Weinberg. Tout l'édifice était occupé par le journal Yiddish. On n'a pas encore, c'est sous notre nez que ça s'est produit, on n'a pas encore pris conscience de la richesse de ces archives, dont des archives littéraires très, très importantes, puisque le journal reproduisait à chaque semaine des poèmes, des feuilletons et des récits historiques. Et on aboutit à une première publication de poésie à Montréal en 1918 par cet auteur, né dans une famille hassidique, on l'a vu tout à l'heure, Yud Segal von Manfred. Segal va produire 12 recueils de poésie à Montréal, plus de 5000 poèmes. Il fait partie d'un groupe d'une douzaine de poètes de langue yiddish à Montréal. De ce creuset va sortir des écrivains comme
A.M. Klein, Mordecai Richler, qu'on a cité, Irving Layton et Leonard Cohen. C'est la racine historique, culturelle profonde de la vie anglo-juive montréalaise. Une troupe de théâtre au Monument national à partir de 1912, locale, à Yom Tov, en Montréal, qui est, vous avez compris, un grand jour pour les Juifs montréalais. Erlach, enfin, Affenzier s'ouvre à Ständecker Jiddischer Theater in Monument national. Le Monument national qui est la maison du théâtre yiddish et de beaucoup d'organisations politiques, on le voit dans cette archive de 1912. Et Schubert, parce que là, toi, tu n'as pas pu parler de Schubert, c'est au sud. Schubert, qui est issu de ce monde, voyant de ces injonctions, de ce positionnement idéologique, devient conseiller à partir de 1925, fait construire le Palais Schubert pour apporter à la population du plateau Mont-Royal, donc permettre à la ville de réinvestir dans les populations démunies des moyens sanitaires, des moyens d'organisation et de pleine participation démocratique. Vous savez maintenant d'où ça vient. Je conclus en parlant, en disant avec beaucoup d'intensité que la grande migration du 20e siècle, du début du 20e siècle, juive et autres, a transformé la société québécoise par l'introduction, pour la première fois, d'un pluralisme linguistique et culturel sur le boulevard Saint-Laurent, plus seulement français-anglais, mais français, anglais, yiddish, bientôt italien, bientôt aussi le grec, l'espagnol, l'arabe et toutes les autres langues. C'est une transformation qui vient au début du 20e siècle. C'est très, très intense et c'est très important. C'est un renversement complet des perspectives, c'est-à-dire il faut comprendre les apports juifs et autres depuis leur point de départ aussi, et pas seulement à partir de la façon dont les Québécois l'ont vu. Le regard des Québécois est intéressant, mais aussi celui des nouveaux arrivants, parce que quand on les regarde, souvent, on voit de l'antisémitisme. C'est pas comme ça qu'il faut décoder l'ensemble de la problématique immigrante. Il faut utiliser les journaux et la littérature juive comme une archive vivante, comme il faut utiliser les autres langues. Et je vous invite à mesurer les retombées politiques, culturelles et socio-économiques de cette migration à long terme et de toutes les autres qui suivront sur la société québécoise de langue française et sur l'émergence de la modernité dans notre société. C'est un des grands vecteurs de la modernité québécoise.